La holding, c'est vrai qu'on dit souvent, et je le vois souvent sur les réseaux, et j'en fais partie de ces personnes-là, que c'est une arme de destruction fiscale. C'est une arme qui permet effectivement de capitaliser pour sa propre retraite. Moi, j'ai tendance à dire, dans l'immobilier, vous choisissez l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Pour la holding, vous choisissez d'investir, d'investir et encore d'investir. Enfin, si c'est juste pour optimiser l'impôt dans un premier temps pour ressortir de la holding et pas de s'en servir comme d'un outil de capitalisation, la holding, ça ne sert strictement à rien. Il n'y a jamais un seul schéma défini, parce que là tu pars sur des schémas qui sont déjà pas si mal, c'est-à-dire que les schémas sont déjà bien faits, mais des fois on va même remettre tout en question, c'est-à-dire dire bah voilà, vous êtes en SARL en bas, pourquoi pas transformer pour une SAS, parce qu'en plus vous êtes plusieurs, et puis mettre une SARL au-dessus avec un mandat de direction. Donc en fait, changer et chambouler tout le schéma, ça arrive aussi. Du coup, l'imposition maximum des dividendes qui remontent dans la holding sera de 1,25%. Pourquoi ? Parce que 5% de dividendes qui remontent dans la holding soumis au taux d'IS maximum de 25%, ça fait 1,25%. Les 100 000 euros, si on les distribue à une personne physique, c'est-à-dire sans interposition de la holding, on va payer 30%, 30 000 euros. Aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler de la holding. Pourquoi c'est souvent le pire ennemi des impôts. On va surtout faire un guide complet pour naviguer en 2026 sur la holding. Et pour ça, forcément, j'ai invité Alexandre Chapotier, notre ingénieur patrimonial du cabinet Bonnet et Doyen Conseil. On va parler de ce sujet avec lui tout de suite. Et ben on est parti, Alexandre. Merci Jérémy. Alors, de notre côté, on va commencer déjà par faire un rappel simple. Qu'est-ce que c'est qu'une holding ? Eh bien oui, une holding, en fait, c'est tout simplement un anglicisme pour désigner une société qui en détient une autre. C'est pas une forme juridique en soi, une holding, c'est juste une société qui est interposée traditionnellement entre la société d'exploitation et le dirigeant personne physique. Donc c'est une société qui a pour but d'en détenir une autre et potentiellement d'effectuer d'autres missions, ça dépend de son objet social. L'objet social peut être restreint et ça peut être juste la détention de titres de société et éventuellement la mise à disposition de prestations de services particulières auprès des sociétés d'exploitation. Ou alors l'objet social peut être assez large, ça peut être en plus de la détention des filiales, un objet social par exemple patrimonial pour faire des investissements immobiliers, financiers, etc. C'est là qu'on parle d'holding animatrice vs passive ? Alors, ça peut faire partie de ce faisceau d'indices qui permettent de définir une holding animatrice ou passive. Il faut savoir que la holding animatrice, c'est pas un statut qui se décrète. Okay. On ne décide pas que sa holding est animatrice, c'est un statut qu'il faut prouver en fait vis-à-vis de l'administration fiscale parce qu'il y a pas mal de régimes de faveur qui peuvent s'appliquer. On pense à des choses, on en reparlera, mais à des choses comme le pacte du trade, des exonérations particulières vis-à-vis de l'impôt sur la fortune immobilière, etc., etc. Mais pour prouver que la holding est animatrice, il faut qu'elle conduise la politique du groupe de sociétés et qu'elle rende, le cas échéant, des services administratifs, comptables, juridiques, etc. auprès de ses filiales. Bref, qu'elle ait une vraie activité d'animation qui est considérée comme une activité commerciale. Mais pour ça, il faut des preuves. Il faut par exemple que la holding détienne potentiellement des salariés pour pouvoir rendre certains types de services à ses filiales, qu'elle détienne le contrôle bien sûr de ses filiales, qu'on documente bien les décisions stratégiques, les PV d'AG, etc., etc., pour montrer que la holding a une vraie activité d'animation et pas une activité patrimoniale, juste de faire remonter des dividendes avec des régimes de faveur pour réinvestir dans l'immobilier, du financier, pour développer le patrimoine du dirigeant. Là, on parlera de holding passive. Okay. La holding pourrait en fait avoir un rôle actif de gestion de ses filiales, pourrait par exemple avoir un mandat de direction dans ses filiales, sans être qualifiée de holding animatrice. Donc on a vraiment plusieurs notions, la holding passive, la holding patrimoniale, la holding active, la holding animatrice, il ne faut pas tout mélanger, mais animatrice, c'est un statut particulier qu'on ne décrète pas, qu'il faut prouver auprès de l'administration fiscale. Ok, bon, holding avec to hold, en fait, c'est détenir. Si on veut faire le petit mot très rapidement. Si on est un puriste en anglais, effectivement, holding, enfin to hold, c'est détenir. Voilà, exactement. Bon, parlons maintenant des statuts, parce que nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous voir, et notamment qui ont rendez-vous avec toi par la suite, et qui nous parlent effectivement des statuts. Quel statut choisir quand on doit faire une holding ? Il n'y a pas de réponse définie, mais non. Comment tu peux déjà aiguiller un peu les personnes ? Est-ce que tu as des petits tips qui permettent d'aiguiller ou pas du tout ? Oui, tout à fait. Eh bien, déjà, qui va faire partie de la société holding ? C'est un bon point d'entrée. Parce que, alors, quelle activité aussi, il faut se poser la question. Est-ce que la holding va avoir une activité uniquement civile ou une activité commerciale ? Si elle rend des prestations de services, etc., elle a une activité commerciale. Donc, si elle a une activité commerciale, ça ne peut pas être une société civile. Parce que, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, les trois grandes formes qu'on rencontre en termes de holding, c'est soit société civile, soit SAS, soit SARL, ou SASU et URL si c'est des sociétés unipersonnelles. Tout à fait. Mais si la holding rend des prestations de services et qu'elle a une activité commerciale, ça ne peut pas être une société civile. Donc c'est soit SAS, soit SARL. Premier point. Deuxième point, pour aiguiller, si la holding, si le chef d'entreprise est tout seul et doit créer une holding qui est unipersonnelle,
La société civile, c'est pareil, c'est à exclure tout de suite, même si elle a un objet que civil, puisque la société civile, il faut 2 associés. Ok. Donc soit SASU, soit EURL, si on a une holding tout seul. Et ensuite, ça peut dépendre d'autres critères, d'une stratégie par exemple de rémunération. Si on se rémunère sur la société, sur la filiale ou les filiales, déjà avec un statut par exemple de travailleur non salarié, on n'a pas forcément besoin, de TNS, pardon, de travailleur non salarié, on n'a pas forcément besoin de se rémunérer en plus sur la société holding si on se rémunère en dessous. Et la société holding va servir potentiellement d'outil de capitalisation, de réinvestissement, et on se distribuera des dividendes à terme. Donc si on se distribue que des dividendes par la holding, le régime de l'EURL avec l'imposition des dividendes pour les TNS qui sont soumis aux cotisations sociales pour les dividendes qui excèdent 10% du montant du capital social n'est pas forcément avantageuse. Donc on choisira plutôt une SAS, une SASU, ou une société civile. Qui n'ont pas ces règles-là. Effectivement. À l'inverse, si on a d'autres schémas où il y a plusieurs sociétés d'exploitation, plusieurs associés dans les sociétés d'exploitation, et qu'on a mis en place des mandats de direction des holdings personnels vers les sociétés d'exploitation et qu'on se rémunère sur la holding, on pourra conseiller le URL. Parce que c'est là qu'on se rémunère avec le statut TNS en facturant des mandats de direction aux sociétés filiales. Et ce que j'aime bien avec toi, Alexandre, c'est souvent quand on va en rendez-vous, il n'y a jamais un seul schéma défini. Parce que là, tu pars sur des schémas qui sont déjà pas si mal. C'est-à-dire que les schémas sont déjà bien faits, mais des fois, on va même remettre tout en question. C'est-à-dire dire, ben voilà, vous êtes en SARL en bas, pourquoi pas transformer pour une SAS, parce qu'en plus, vous êtes plusieurs, et puis mettre une SARL au-dessus avec un mandat de direction. Donc en fait, changer et chambouler tout le schéma, ça arrive aussi. Mais très clairement, il n'y a aucun schéma préconçu, sinon le conseil servirait à rien. Effectivement. Et il n'y a aucun schéma préconçu parce qu'il peut y avoir plein d'enjeux. L'individualisation de la rémunération, mais il y a d'autres schémas en jeu. Il peut y avoir par exemple de l'épargne salariale. Si on veut mettre en place au niveau du groupe et en bénéficier, il faut peut-être être rémunéré dans la société d'exploitation et pas dans sa holding. Si jamais on veut bénéficier de l'exonération des biens professionnels par exemple, et que sa holding n'est pas animatrice, mais qu'en dessous il y a une holding animatrice de groupe, va potentiellement se rémunérer, choisir une forme juridique pour être rémunéré au niveau de l'holding animatrice. C'est d'autres schémas pour bénéficier, par exemple, comme on l'a dit, de l'exonération IFI. Il peut y avoir certaines considérations par rapport au pacte du Treuil également, si on veut faire de la transmission. S'il y a plusieurs associés, comment on sera bâti, s'il y a plusieurs sociétés d'exploitation aussi qui génèrent du chiffre et qu'on veut se rémunérer sur les différentes sociétés, autant tout centraliser dans la holding, etc., etc. Et puis si on veut mutualiser les fonctions support, s'il y a plusieurs sociétés. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas du tout de schéma préconçu, ça dépend du cas par cas, et c'est justement à ça que sert le conseil. Ouais, et j'ai bien aimé quand même ta première réponse aussi au départ, où tu as donné quand même quelques tips qui permettent déjà au moins d'aiguiller la réponse, oui. Mais alors absolument pas de donner la réponse, mais par contre de l'aiguiller. Et c'est quand même important, on nous attend pour ça aussi sur les podcasts, pour donner quelques réponses. Sur la partie de la holding, c'est vrai qu'on dit souvent, et je le vois souvent sur les réseaux, et j'en fais partie de ces personnes-là, que c'est une arme de destruction fiscale. C'est une arme qui permet effectivement de capitaliser pour sa propre retraite. Moi j'ai tendance à dire, dans l'immobilier, vous choisissez l'emplacement. Pour la holding, vous choisissez d'investir et encore d'investir. Et c'est comme ça qu'on conçoit, en tout cas nous, la holding en tant que cabinet de conseil, parce qu'on veut que les personnes qui viennent nous voir n'aient pas du tout pour but, principalement, le truc fiscal. Mais on va parler quand même de tous ces régimes de faveurs fiscaux qui permettent justement de capitaliser et de préparer sa propre retraite, ou de capitaliser, de transmettre et ainsi de suite, bref, d'obtenir d'autres objectifs que le fiscal uniquement. Bien entendu, c'est une très bonne introduction au régime fiscaux de la holding, puisque si c'est juste pour optimiser l'impôt dans un premier temps pour ressortir de la holding et pas de s'en servir comme d'un outil de capitalisation, la holding, ça ne sert strictement à rien. On est d'accord. C'est juste un étage d'imposition, même minime, qui est interposé entre la société d'exploitation et le dirigeant. Puis en plus, le gain sera tellement minime que vous allez tellement payer de coûts comptables, de coûts de conseil, que ça ne sert à rien. Voire se mettre en risque pour rien. Exactement. Donc c'est vraiment un outil de réinvestissement et de capitalisation. Sinon, encore une fois, ça ne sert à rien. On est totalement d'accord là-dessus. Alors allons-y sur les régimes de faveur pour ceux à qui ça sert la holding pour pouvoir capitaliser, investir, préparer sa retraite, penser à soi-même effectivement et penser bien sûr à ses proches. C'est aussi le but de la holding avec notamment le pacte du Treuil. Commençons par le régime mère-fille, celui qui est le plus connu sur la place. Bien entendu, surtout qui peut servir notamment dans deux types de situations, dans le cadre d'un rachat de société, un LBO, où on crée une structure qui s'endette avec de l'effet de levier qui permet de rembourser la dette avec les remontées de dividendes optimiser fiscalement grâce au régime mère-fille, ou alors faire remonter dans une holding patrimoniale, patrimoniale ou pas, mais pour réinvestir par ailleurs les dividendes. Dans tous les cas, c'est les remontées de dividendes des sociétés d'exploitation, des sociétés filiales vers la société holding qui sont fiscalisées à hauteur seulement de 5% au niveau des sociétés holding et soumises au taux d'impôt sur les sociétés de la holding. 15%, 25%, ça va dépendre de ce qui remonte en fait en résultat dans la holding, mais
Du coup, l'imposition maximum des dividendes qui remontent dans la holding sera de 1,25%. Pourquoi ? Parce que 5% de dividendes qui remontent dans la holding soumis au taux d'IS maximum de 25%, ça fait 1,25%. Attention, les bénéfices qui remontent, donc les dividendes, ont déjà été soumis à l'IS au taux normal dans la société filiale. Il faut comparer ce taux de 1,25% au taux de 30% si on se distribuait en tant que personne physique. Tout à fait. Donc c'est quand même un sacré gain puisque vous pouvez réinvestir quasiment 99% et pas 70% dans de nouvelles activités, que ce soit commerciales, professionnelles, immobilières, financières, etc. Ou alors dans le cadre d'un LBO, faire remonter pour rembourser la dette et pas avoir à emprunter en tant que personne physique, payer d'abord 30% sur la fiscalité pour rembourser l'emprunt. Effectivement, ça veut dire concrètement que si on a un bénéfice qui est net imposable, ça veut donc dire qu'il a déjà été imposé à l'impôt sur les sociétés dans la société d'exploitation et qu'on distribue ce bénéfice de, par exemple, 100 000 euros. Bénéfice net imposable, j'insiste, c'est-à-dire que l'impôt sur les sociétés a déjà été payé. Les 100 000 euros, si on les distribue à une personne physique, c'est-à-dire sans interposition de la holding, on va payer 30%, 30 000 euros. Donc il nous reste 70 000 dans la personne physique en bas, peut-être même un peu plus si effectivement les revenus sont très élevés. Oui. Et puis de l'autre côté, sur la holding, on va payer cette fois-ci non pas 30 000 euros, mais 750 euros ou 1250 euros au maximum. Et peut-être un entre-deux, entre 750 et 1250 si on a du 15 puis du 25%. Mais c'est quand même important de savoir que le maximum est à 1250 euros. Donc on passe de 30 à 1250, on gagne 28 750 euros de pouvoir de réinvestissement et non pas de pouvoir de distribution. Parce que si vous les redistribuez en haut, vous repassez par la flat tax et vous avez moins au final. Exactement. C'est pour ça que c'est vraiment dans l'optique de réinvestissement et de développement patrimonial ou de développement professionnel. Parce que si vous ressortez de la holding en SAS, en dividende, pardon, si c'est une SAS ou une société civile, si vous ressortez en dividende, vous payez les 30% que vous aviez évités au départ. Donc ça sert absolument à rien. C'est même un étage de fiscalité en plus. Ok, bon, merci beaucoup d'avoir été très clair sur le régime Murphy. Maintenant, le régime de l'intégration fiscale, parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent nous voir et qui te rencontrent par la suite parce qu'ils veulent faire de l'immobilier et notamment de l'immobilier avec du déficit. Et donc, ils me parlent des fois du régime de l'intégration fiscale. Ils me disent qu'ils vont faire une SCI déficitaire et puis derrière, qu'avec les bénéfices de la société, ça va pouvoir permettre d'avoir une fiscalité plus avantageuse. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu tout ça ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a un point que je n'ai pas précisé sur le régime Murphy avant, mais c'est en lien, alors je le reprécise. Ouais. Pour bénéficier du régime Murphy, il faut que les deux sociétés soient soumises à l'impôt sur les sociétés et que la société holding détienne au moins 5% de la société filiale. C'est important. C'est bien de le rajouter. Le régime de l'intégration fiscale, c'est un régime qui fonctionne différemment. C'est un régime où on consolide tous les résultats, qu'ils soient bénéficiaires ou déficitaires des filiales, au niveau de la holding pour le paiement de l'impôt sur les sociétés. Sauf que pour ça, il faut que la holding détienne au moins 95% de chacune de ses filiales pour faire un groupe fiscal intégré. Et ça va permettre de compenser les résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés au niveau de la société holding pour équilibrer finalement et diminuer le coût global de l'impôt sur les sociétés au niveau du groupe. Parce qu'il faut savoir que si une filiale est déficitaire, il y a 0 à payer en impôt sur les sociétés, mais si d'autres filiales sont bénéficiaires, il y a de l'impôt sur les sociétés à payer jusqu'à 25%. Mais comme ça, on se retrouve toujours à 0 dans la déficitaire et à le taux d'IS normal dans les bénéficiaires. Si on consolide tout ça dans la holding, on peut arriver à 0. Mais imaginons, prenons un exemple. La SCI fait moins 100 000 de déficit. Et la société d'exploitation fait plus 100 000. Oui. Il y a un énorme investissement dans la SCI. Bref, c'est un immeuble. Enfin, ils ont été costauds, quoi. Ils ont fait moins 100 000 de déficit. Ça va être compliqué dans une SCI parce que... La plupart du temps, c'est pas autant, effectivement. les travaux, surtout, etc., sont amortissables et pas forcément déductibles quand on est à l'IS. Mais... Donc, c'est vrai que moins 100 000, c'est un gros chiffre. C'est juste pour vous donner un exemple. Si vous aviez 100 000 de bénéfices, vous payez 20 750 euros d'impôt sur les sociétés, 15 puis 25% si vous êtes éligible au 15%. 20 750. Et de l'autre côté, vous avez 0 euros d'impôt sur les sociétés. Si on consolide, les plus 100 font moins 100, ça fait 0. Et donc, de votre côté, en fait, vous avez 0 euros d'impôt sur les sociétés. Concrètement, si on va jusqu'au bout de la démarche, vous économisez 20 750 euros d'impôt sur les sociétés dans l'exemple que je viens de vous donner. C'est assez rare d'avoir ce type de déficit dans une SCI, mais par contre, on peut retrouver ce type de déficit dans des sociétés d'exploitation. Tout à fait. Là, c'est là quand il y a plusieurs sociétés commerciales. C'est plutôt là, d'ailleurs, qu'on retrouve les groupes intégrés fiscalement. C'est pas quand il y a une société d'exploitation, une SCI. C'est plutôt quand il y a plusieurs sociétés commerciales. Là, on retrouve un intérêt à ce régime qui permet d'équilibrer et de tout consolider au niveau du groupe. Attention, c'est quand même une réflexion à mener aussi avec son expert comptable parce que c'est loin d'être un régime simple. Ça entraîne beaucoup de complexité au niveau des obligations administratives, comptables, déclaratives, etc., etc. Et c'est un régime qui a un coût de mise en place. Donc, c'est pas fait forcément pour tout le monde. Il faut quand même avoir des gros montants de chiffre d'affaires et de déficit et de bénéfices pour en tirer tous les bénéfices. Okay. C'est pas toujours, sur des petites activités, entre guillemets, c'est pas toujours la bonne solution.
Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vrai qu'effectivement, le coût de mise en place peut freiner Tout à fait. l'avantage derrière. Au niveau d'un autre régime, on va en faire deux, le régime Murphy, l'intégration fiscale, et maintenant le régime des titres de participation. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins, que ce soit sur les réseaux ou même avec nos clients. Est-ce que tu peux quand même le réexpliquer, ce régime, qui est Ouais, bien très sûr. intéressant également? Bien sûr. Alors, par rapport aux deux précédents régimes qui concernaient finalement les remontées ou les consolidations de bénéfices dans la société holding, le régime des plus-values de cession de titres de participation, c'est un régime qui permet finalement, quand la holding cède les titres de certaines filiales et qu'elle réalise une plus-value, de limiter l'imposition de la plus-value dans la même logique en fait que le régime Murphy pour réinvestir un maximum. Je m'explique. Donc déjà, il faut que les titres puissent être qualifiés de titres de participation. Donc pour ça, il y a plusieurs critères à remplir. Les titres doivent notamment avoir été détenus pendant au moins 2 ans et la holding doit détenir au moins 5 ou 10% des sociétés filiales. Ça dépend des cas. Et ça permet que la plus-value constatée sur les titres de la filiale qui est cédée, donc la plus-value, c'est la différence entre le prix d'acquisition par la holding, attention, et le prix de cession, c'est la plus-value est imposée sur une quote-part de non pas de 5% cette fois, mais de 12%. Donc c'est la même logique à ce niveau que le régime Murphy, sauf que c'est pas 5% des dividendes qui remontent, c'est 12% de la plus-value qui est imposée au niveau de la société holding. Pareil, au taux maximum de l'impôt sur les sociétés à 25% ou alors à 15% s'il y a des bénéfices inférieurs, et ça donne une imposition maximum de 3%. Puisque VS 30% encore une fois. Exactement, 12% fois 25%, ça fait 3%. Et ce taux est à comparer au taux de 30% quand on cède en direct depuis la flat tax. Donc encore une fois, sur une plus-value d'1 million d'euros, dans un cas, on paye effectivement 30 000, dans l'autre cas, on paye 300 000. Exactement. Mais pareil, c'est très intéressant dans une optique de réinvestissement et de développement, soit patrimonial, soit professionnel, puisque si on veut ressortir de la société holding cette plus-value, on paiera à nouveau les 30% qu'on avait évité au départ, et en fait, on aura payé d'abord les 3, puis les 30. Donc c'est toujours dans un objectif de réinvestissement. Ok, bon, hyper intéressant. 3 régimes déjà abordés. Il en reste un qui est le pacte du travail, mais dont on parlera en dernier moment. Oui. Et je voudrais qu'on parle aussi, c'est vrai que pour les personnes, la plupart du temps, avant de penser au pacte du travail, bon, on a sa propre rémunération. Comment gérer sa rémunération? Tu en as très rapidement parlé, mais est-ce que ça peut être aussi un moyen d'optimiser sa rémunération et puis de l'adapter un peu plus? Comme tu l'as dit, des fois, quand on est plusieurs associés dans la même société d'exploitation, effectivement, on peut avoir une complexité au niveau de la rémunération pour que ça s'adapte à chacun. Exactement. Alors, encore une fois, c'est du cas par cas, mais ça peut être un outil d'optimisation de la rémunération, la holding, puisque ça peut permettre, notamment quand la société d'exploitation est une SAS, parce qu'une SAS peut avoir des dirigeants qui sont des personnes morales, pas forcément des personnes physiques. Les dirigeants peuvent avoir une société holding qui soit par exemple une URL, plusieurs dirigeants, qui soient nommés dirigeantes elles-mêmes, les sociétés holding, de la société d'exploitation qui est une SAS, donc président, directeur général, et qui facturent un mandat de direction. Ce mandat de direction faisant remonter le bénéfice, enfin la quote-part de bénéfice qui correspond à la rémunération en fait, du dirigeant dans les sociétés holding. Et le dirigeant peut ainsi piloter sa rémunération individuellement au niveau de la holding, avec le statut TNS. Et là, il pourra choisir, dans l'arbitrage notamment, qu'il veut faire entre de la rémunération et des dividendes, potentiellement. Je rappelle que dans un cas, quand on se rémunère 100 000 euros en SAS, il reste 47 000 euros net dans sa poche si on est célibataire sans enfant. VS, 57 000 euros net dans sa poche si on est célibataire sans enfant et qu'on est en TNS, donc en SARL, VS, la SAS. Oui, donc il reste quand même 10 000 euros d'écart. Nous, c'est là-dessus qu'on insiste souvent avec l'équipe de Bonnet Doyen Conseil, c'est ces fameux 10 000 euros d'écart. Il ne faut pas les dépenser dans la nouvelle Porsche. Le but, c'est justement de préparer sa retraite, d'investir pour soi-même. Et effectivement, je rappelle que 10 000 euros par an sur 40 ans, c'est 400 000 sans l'effet capitalisant. Donc ça peut quand même être un montant assez stratosphérique. On approche souvent le million sur des taux à 3 ou 4% de rendement. Donc 1 million d'euros pour sa retraite, normalement, on a un peu plus que si on avait fait confiance à l'État. Il y a beaucoup d'incertitudes qui sont levées sur le système collectif, etc., dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc forcément, si on fait abstraction de ces incertitudes, mais là encore, personne ne lit l'avenir, donc c'est juste un état d'esprit, on peut faire sa propre retraite plutôt que de cotiser beaucoup et dépendre du système collectif. Et surtout qu'en plus, en SARL, VS, les dividendes en SAS, si on fait 100% de dividendes avec 100 000, on arrive vers 55-56 sans parler de la taxe Puma. 55-56 VS 57 en SARL. À ce moment-là, si on fait des dividendes, je rappelle une chose, on ne cotise même pas à la retraite par répartition. Alors qu'en SARL, on cotise tout de même à la retraite par répartition. Donc on a en fait les deux leviers, la retraite par répartition et la retraite par capitalisation du fait qu'on réinvestit le bénéfice. Attention tout de même,
Dans certains cas, la SAS est obligatoire pour des personnes qui peuvent avoir des problèmes de santé ou pour des personnes qui veulent s'associer, qui veulent diversifier. Enfin bref, il y a plein de choses qui font qu'on choisit la SAS dans certains cas. Oui, oui, il y a pas de schéma préétabli. Chaque cas est particulier. Effectivement, quand on est non assurable, le système de la SAS peut être plus avantageux en termes de protection familiale, parce que ça reste très important. Il faut anticiper quand même. On espère le meilleur, mais on anticipe le pire. Il faut toujours être sécurisé, on pense, au niveau de la famille à ce niveau-là. Donc c'est important. Puis il y a d'autres cas particuliers, avec par exemple des sociétés qui font entrer des fonds d'investissement, etc. Exactement. La SAS sera obligatoire. Faut pas, on n'a pas toujours le choix, parce que la SAS, comparée à la SARL, c'est aussi des statuts beaucoup plus souples. Donc, on a une organisation plus flexible. On ne peut pas toujours mettre en place une SARL. Donc, Exactement. l'optimisation de la rémunération, ça dépend de plein de choses. Comme on l'a dit, il n'y a pas de schéma préétabli. On utilise le statut social. Où est-ce qu'on se rémunère dans la holding, dans la filiale? On utilise la holding en complément pour réinvestir ou alors pour percevoir des dividendes dans certains cas. Bref, il n'y a pas de schéma préétabli. Mais effectivement, ça peut être un très bon outil, la holding, à ce niveau-là. Les schémas qu'on voit le plus souvent, pour être totalement honnête avec vous, c'est la double SAS, SAS en bas, SAS en haut, la SAS en bas, la SARL au-dessus, et la SARL en bas, la SAS au-dessus. Ça, c'est les schémas qu'on voit le plus souvent. C'est vrai que la double SARL, on ne l'a pas encore trop vu. Et puis d'ailleurs, au niveau des cotisations URSSAF, autant vous dire que c'est quelque chose. Ça peut arriver, mais ça dépend. Ça peut arriver. On le voit moins, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai, en termes de sur praticité. des grosses rémunérations, ça peut être très intéressant. Voilà, vous voyez comme quoi tous les schémas peuvent vraiment être intéressants en fonction de l'entrepreneur, encore une fois, et en fonction de la situation familiale. N'oubliez pas aussi, quand on vous optimisez votre rémunération, et c'est là où je voulais en revenir sur le fait quand on a deux associés, que quand on peut chacun choisir sa rémunération, on peut adapter sa rémunération à son foyer fiscal. Et c'est vrai que toi, tu fais beaucoup de calculs par rapport à ça, pour savoir combien gagne madame ou monsieur, la personne qui accompagne l'entrepreneur que nous on accompagne, pour pouvoir adapter la rémunération au foyer, et ensuite savoir s'il y a des enfants ou pas. Et puis aussi, évoluer avec le temps. C'est-à-dire que s'il y a un enfant qui apparaît au fur et à mesure dans le foyer, enfin qui vient à se rajouter au foyer, il faut peut-être réajuster sa rémunération. Et ça, tu le vois souvent aussi. Tout à fait. Il y a certaines tranches à partir de certaines tranches d'imposition, on peut se retrouver dans des situations où c'est plus avantageux quand même d'aller sur des dividendes. Et c'est là qu'un arbitrage est à effectuer entre rémunération et dividendes quand c'est possible, parce que ça peut permettre d'éviter la tranche marginale à 41%. Quand c'est possible, par exemple, 41 ou 45. C'est vrai qu'on dit que c'est confiscatoire, nous, de notre côté. C'est vrai. Oui, elles sont très élevées, celles-ci, et quand il n'y a pas besoin forcément de se rémunérer à ces niveaux-là, on n'incite pas à le faire. Mais voilà, c'est du cas par cas et ça dépendra d'autres critères, comme par exemple les nouvelles règles qui ont été établies en matière de contribution différentielle sur les hauts revenus, ou même la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la CEHR et la CDHR, à prendre en compte, parce que quand on fait du dividende, on peut se retrouver dans le giron, on va dire, de ces impositions-là. Est-ce que le PER est aussi un outil qu'on utilise souvent pour l'entrepreneur pour optimiser sa rémunération? Bien entendu, comme on l'a évoqué, quand on conseille les dirigeants pour passer plutôt sur un statut de travailleur non salarié pour dépendre moins du système collectif et optimiser un petit peu plus sa retraite par capitalisation, comme on l'a dit, on lui fait faire des économies au niveau des coûts sociaux sur sa rémunération, mais l'objectif, c'est qu'il le réinvestisse dans des solutions individuelles pour préparer sa retraite. Alors ça peut être via la holding, ça peut être en direct via l'assurance vie, de l'immobilier, bref, il y a plein de solutions, mais le PER est un outil très intéressant puisque ça permet d'avoir un outil d'épargne individuel qui permet de limiter son imposition sur le revenu pour investir pour sa retraite. Puisque le PER, on peut faire des versements dessus qui sont déduits de sa base imposable à l'impôt sur le revenu pour capitaliser pour sa propre retraite. On évite de faire des versements sur PER à certaines tranches d'imposition parce qu'on se dit que, attention, les versements qui sont déduits à l'entrée seront repris et fiscalisés à la sortie. Tout à fait. Donc c'est pas pour n'importe qui non plus. Pas pour... Quand on est dans la tranche à 11, on évite les versements sur PER, c'est vrai qu'on très clairement. On le conseille peu, en tout cas. Il faudrait éviter une situation où on investit et on déduit dans une tranche à 11 et on ressort dans une tranche à 30. Là, ça serait un effet négatif sur le long terme. Mais même si on investit dans une tranche et qu'on ressort dans la même tranche à la retraite, c'est intéressant le PER puisque en fait on a eu une sorte de prêt de l'État, une sorte de prêt d'impôt temporaire dans le temps qui nous a permis d'investir et de faire des intérêts composés, etc., etc. Bref, ça dépendra de l'allocation d'actifs puisque le PER c'est quand même un outil d'investissement très comparable à l'assurance vie dans son contenu et derrière le but c'est d'avoir une allocation d'actifs performante sur le long terme. Mais ça on en parlera avec l'expert financier du cabinet. Voilà. De notre côté, dernier point sur la holding, j'en ai parlé juste avant, c'était le pacte de Tutreuil. J'aimerais quand même que tu t'arrêtes un petit peu sur ce sujet-là, juste pour nous expliquer comment ça fonctionne, de manière très, très brève, sans rentrer dans le détail, parce que c'est un sujet très complexe. Oui, c'est un sujet très complexe qui concerne la transmission à titre gratuit du patrimoine, donc les donations potentiellement ou les successions. Il faut savoir que ça ne concerne pas que les holdings, le pacte Dutreuil, ça peut concerner une société d'exploitation détenue en direct aussi, mais ça peut fonctionner avec les holdings. Peut-être pour revenir sur le mécanisme,
En gros, c'est un régime qui permet de transmettre une entreprise familiale à, en général, des membres de sa famille, pour que ça reste dans le secteur familial, ne pas être obligé de la vendre, par exemple, à des investisseurs étrangers qui délocalisent, etc. etc. Le but, c'est de pérenniser les entreprises françaises, non pas qu'elles soient pas grevées par les impôts de transmission, pour laisser l'industrie en France, les emplois, etc. etc. C'est ça l'objectif du législateur. Et en contrepartie de conditions assez exigeantes, parce que c'est des engagements de conservation qui durent en général 6 ans, on peut avoir un abattement de 75% sur la base imposable soumise aux droits de donation ou aux droits de succession. Il y a d'autres conditions sur les fonctions de direction, Tout à etc., etc. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais voilà l'esprit de ce régime-là. Quand on détient la société, ça doit être une société, bien entendu, d'exploitation. Ce n'est pas une société patrimoniale, une SCI, ça ne marche pas. C'est toujours une société d'exploitation qui a une activité commerciale, industrielle, etc. en France. Et ça peut fonctionner, ce type de régime, quand on détient une holding. Parce que la holding, comme on l'a dit, elle peut être soit non active, soit non animatrice, soit animatrice. Quand on a une holding animatrice, on peut transmettre les titres de sa holding directement avec un abattement de 75%, avec une exonération de 75% dans la base imposable. Donc il y a 25% de la valeur de la holding qui est soumise au droit de transmission. Mais pour ça, il faut que la holding soit animatrice. Et là, peu importe ce qu'il y a en dessous. Il peut y avoir, normalement, si elle est animatrice, il y a une grosse partie de la valorisation de la holding qui dépend de l'outil des activités dans les filiales, de l'outil professionnel, on va dire, mais il peut y avoir une partie marginale qui a une activité patrimoniale. Il faut juste que la partie opérationnelle soit prépondérante par rapport à la partie patrimoniale. Et quand la holding est animatrice, on peut transmettre l'intégralité, la partie patrimoniale ou opérationnelle, à voir si ce sera révisé par le législateur, mais on peut transmettre l'intégralité avec ce régime fiscal de faveur. Quand on a une holding, par contre, qui n'est pas animatrice, ce qui est quand même le cas la plupart du temps, attention, on peut quand même bénéficier du pacte Dutreil. Par contre, dans ce cas-là, il y a un régime qui s'appelle le régime, on va dire, des sociétés interposées et qui permet de bénéficier de l'exonération Dutreil, mais seulement à proportion de l'activité opérationnelle au sein des actifs détenus par la holding. En résumé, s'il y a 80% s'il y a 50% qui dépend de l'activité opérationnelle dans des filiales et 50% c'est de l'activité patrimoniale, on pourra bénéficier du pacte Dutreil, mais seulement sur le prorata de l'actif de la holding, les 50% qui dépendent de l'activité opérationnelle. Donc on aura une exonération de 75%, mais sur les 50% de la partie opérationnelle. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si, c'est très clair, ça fait 37,5 à la fin d'exonération au final. Je suis très bon dans les maths, mais c'est exactement ça. Ok, non mais c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'en plus on en parle avec nos clients dans certains cas, il y a des dirigeants qui viennent nous voir pour la partie transmission aujourd'hui. Et c'est vrai que des fois, il faut refroidir les ardeurs de certains qui pensaient pouvoir transmettre toute leur holding assez facilement, ou au contraire, leur apprendre des choses et se dire, en fait, oui, je vais pouvoir transmettre avec des avantages qui sont intéressants, bien sûr, contre des contreparties. Et ça, tu l'as bien dit aussi. Tout à fait. Puis il y a plein d'autres dispositifs qui se mêlent à ça. On peut parler de démembrement de propriété avec d'autres contraintes, etc., etc. Même le départ à la retraite avec certains abattements, ainsi de suite. Il y a plein de choses à regarder avant de faire un pacte Dutreil. Si vous avez une société qui vaut moins de 500 000 euros, la plupart du temps, honnêtement, il y a d'autres choses à regarder. Tout à fait. Il y a plein d'autres objets. Il y a plein d'autres dispositifs dont on peut bénéficier. C'est du cas par cas, mais ça peut être un outil intéressant dans certains cas, encore une fois. Merci beaucoup Alexandre pour cet épisode fort enrichissant. Je pense qu'on a été très très clair pour dire que la holding était un outil de réinvestissement, un outil qui doit vous permettre de capitaliser et de préparer votre propre retraite, votre avenir et protéger vos proches. Merci à vous d'être là, merci à vous d'être toujours aussi nombreux et on démarre 2026 à 2000 à l'heure. Alors si vous appréciez ce type de contenu avec Alexandre, vous n'hésitez pas à nous le dire, on le refera et encore plus que l'année dernière. Alors merci à vous, merci de continuer à liker, partager, commenter, de mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. En tout cas, c'est grâce à vous qu'on en est là et on a encore besoin de vous pour continuer. Alors à bientôt.